à toutes et tous et bienvenue dans cette émission consacrée donc au biais cognitif. J'ai le plaisir de recevoir Cyrielle Richard, que vous connaissez déjà. On a déjà fait un épisode ensemble. Cyrielle, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci et puis merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Donc effectivement, les biais cognitifs, c'est un vaste sujet. On entend beaucoup de choses là-dessus, surtout dans le monde en ce moment de la communication, de la réelle politique, etc., etc. L'idée, là, avec Cyrielle, qui est psychologue, elle va se présenter juste après, c'est d'aborder le sujet justement par le prisme de la psychologie. Quel autre prisme, de toute façon, aborder avec toi. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter, Cyrielle ? Ouais, bien sûr. Alors, donc, je suis Cyrielle Richard, je suis psychologue, psychologue spécialisée en neuropsychologie et en TCC. Accessoirement, je suis aussi la secrétaire de l'Association des praticiens en thérapie cognitive et comportementale de Bourgogne-Franche-Comté, donc l'APTCCB. Voilà. Et ben écoute, merci. Et effectivement, comme tu disais, donc je vais plutôt parler des biais cognitifs en prenant l'angle effectivement de la psychologie. Alors plus précisément de tout ce qui va être psychologie cognitive et aussi, je vais parler un peu de l'aspect thérapie puisque je parlerai également des biais en TCC. Et comment est-ce qu'on va les travailler. Mais je ferai également des petits points sur les autres pans de la psychologie, tout en précisant que voilà, je vais rester quand même bien sur ma spécialité et que donc du coup, comme tu disais, les biais, on peut les entendre de tas de façons différentes et de ne pas hésiter justement à aller regarder ce qui peut se dire dans d'autres domaines que ceux que je vais aborder. Exactement, notamment la psychologie sociale, par exemple. Thème qu'on ne va pas aborder ici. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement nous expliquer ce qu'est un biais cognitif ? Ouais, d'accord. Alors, j'ai envie de dire, on va revenir sur la toute première définition de ce qu'est un biais. Et c'est vrai qu'un biais, si on reste sur la première définition, c'est une déviation par rapport à une norme. Alors, dit comme ça peut donner l'impression qu'on est sur quelque chose qui serait un petit peu négatif, mais pas que justement le fait de penser que biais égale forcément quelque chose de négatif, c'est déjà un raisonnement biaisé. Nous avons tous des biais et nous sommes tous susceptibles d'avoir des raisonnements biaisés. Et puis, comme je disais, on a souvent tendance à penser ou à associer biais cognitif égale, entre guillemets, mal penser ou penser de façon inadéquate. Mais ce n'est pas forcément le cas. Déjà, il faut savoir que les biais cognitifs, oui, ce sont souvent des raisonnements qui dévient des standards de logique et de précision. Cependant, ces mêmes standards de logique de précision en eux-mêmes, ils ne portent pas de valeur, je dirais, ni négative ni positive. Et donc, forcément, les biais en eux-mêmes ne portent pas non plus de valeur strictement négative ou strictement positive. Alors, bien souvent, on peut se dire, mais si les biais, finalement, ils nous dévient un peu de la logique commune ou de la logique standard, pourquoi est-ce qu'on les a? C'est quoi leur utilité finalement? Pourquoi est-ce que notre esprit, il nous crée ce genre de choses? J'ai envie de répondre à cette question en utilisant une analogie. Et donc, je vais faire une analogie avec la fièvre, d'accord? Donc, on a tous déjà eu de la fièvre, déjà pour démarrer. Et il suffit de se souvenir de comment on s'est senti lorsqu'on a eu de la fièvre. Bien souvent, on s'est senti comment? On s'est senti plutôt fatigué, on s'est senti mal, on peut s'être senti misérable. Et pour certains, malheureusement, si on est monté vraiment très, très haut au niveau de la fièvre, on peut même avoir eu des hallucinations, on peut avoir eu des convulsions et des choses comme ça. Donc, si on regarde juste la fièvre sous cet angle-là, on peut se dire, OK, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que notre corps nous fait subir ça? Et pourquoi notre corps nous donne cette impression qu'on sert à rien et qu'on est misérable, quoi, en fait? C'est un mécanisme de défense. Et voilà, exactement. C'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire d'un point de vue strictement, je dirais, physiologique. La fièvre, elle sert à quoi? En fait, la montée de la température corporelle, elle sert justement à agir contre les agents pathogènes. Et donc, elle est nécessaire pour permettre à notre organisme d'augmenter la production de globules blancs qui eux-mêmes vont servir à nous défendre face aux infections. Donc, si on regarde de cette façon-là, on se dit finalement, la fièvre, elle est tout à fait utile. Et pour le coup, ce n'est pas notre ennemi. Et tant qu'elle est bien tolérée, justement, il faut la voir juste comme étant quelque chose d'inconfortable, mais pas quelque chose qui serait contre nous. Et quelque part, voilà, les biais, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, si on regarde d'un point de vue strictement évolutif, les biais de pensée, ils ont leur utilité dans le sens où
ils nous permettent justement de prendre rapidement des décisions, de résoudre des problèmes et de passer rapidement à l'action. Il faut l'imaginer dans le sens que, par exemple, nos ancêtres, quand ils étaient dans des forêts avec peut-être des loups qui étaient derrière eux ou des choses comme ça, il fallait qu'ils soient très rapides à prendre des décisions et que très rapidement, ils puissent être capables de dire, OK, est-ce qu'on va fuir? Est-ce qu'on va aller se battre? Est-ce qu'on va aller se planquer dans un coin? Et parfois, il fallait aussi qu'ils soient rapides à prendre des décisions qui peut-être allaient à l'encontre de la logique commune, comme par exemple, si vous êtes poursuivi par des loups, peut-être que courir tout droit n'est pas la bonne option parce que vous avez probablement le reste de la meute qui vous attend. Il vaut peut-être mieux, au contraire, partir sur le côté ou peut-être qu'il vaut mieux essayer de grimper dans un arbre. Enfin, voilà. Et donc, tout ça pour dire que finalement, les biais, ils viennent rentrer dans cette logique-là, c'est-à-dire être capable de prendre rapidement des décisions. Alors, évidemment, l'effet qui se coule, mais c'est pareil que pour la fièvre, c'est que même si ça peut avoir une logique et même si ça peut avoir une utilité, parfois, ça peut aussi nous conduire sur des mauvaises pistes. Par exemple, comme je disais, pouvoir réfléchir et aller rapidement à une conclusion, ça peut être utile dans certaines situations, notre survie en dépend, mais malheureusement, ça peut nous conduire aussi à prendre de mauvaises décisions ou à avoir des comportements qui ne sont pas toujours adaptés lorsqu'on est dans des situations sociales où a priori, justement, on n'est pas en danger et où on n'a pas besoin d'aller directement à une conclusion. Et où, au contraire, il serait plus adapté de prendre le temps, justement, de réfléchir et de pouvoir, justement, revenir sur peut-être plus des raisonnements de logique commune. Alors, l'étude des biais, finalement, ça nous permet de comprendre les processus cognitifs qui vont justement les produire. Et notamment, ça va nous permettre de comprendre les éventuelles erreurs qui vont nous amener à passer directement sur certains biais. Alors, rapidement, et juste pour terminer sur cette première réponse, les biais cognitifs, ils vont survenir pour 3 raisons. Alors, soit dans le cadre de biais de jugement, c'est-à-dire ils nous permettent d'arriver sur des raccourcis qui parfois peuvent être utiles et qui ont tendance aussi à fonctionner dans la plupart des situations. Donc, en fait, ils vont nous permettre, ça va être des procédures de résolution rapide, mais bon, la solution n'étant pas toujours garantie du fait justement de cette rapidité. Donc voilà, donc là, du coup, c'est plutôt ce qu'on appelle des heuristiques finalement. Et on va avoir également tendance à avoir recours aux biais lorsque lorsqu'on va évaluer que par rapport à ceci, on a des coûts d'erreur qui sont plus faibles que si on prenait au contraire le temps d'avoir des raisonnements plus soutenus et d'avoir des solutions qui seraient non biaisées. Donc, comme je dis, là, si vous êtes poursuivi par des loups, il vaut mieux effectivement prendre des décisions rapides et à la rigueur, votre coût d'erreur est probablement moins important que si au contraire, vous vous posez et puis que vous commencez à rédiger une solution pendant que les loups sont en train de vous courser. Et puis après, on a aussi les biais de raisonnement. Alors, les biais de raisonnement, c'est lorsque le problème auquel on est confronté va à l'encontre, en fait, où il diffère trop de ce à quoi notre esprit est habitué ou ce pourquoi il a été conçu. Et donc, parmi les biais de raisonnement, un des plus connus, c'est le biais de confirmation. Dans le cadre du biais de confirmation, en fait, on va tester des hypothèses pour finalement éviter qu'elles soient infirmées. Et donc, finalement, on va aller rechercher tous les éléments qui peuvent aller dans notre sens. Biais de confirmation classique, entre guillemets, c'est par exemple, dans notre vie quotidienne, je sors un peu de l'histoire des loups, c'est vous êtes par exemple en plein débat, vous défendez une idée et vous allez finalement faire une recherche Google et vous allez chercher tous les résultats qui vont aller dans votre sens. Et pas vraiment aller regarder ceux qui pourraient aller à l'encontre de ce que vous allez défendre. Alors ça, on va le retrouver beaucoup dans des débats politiques, des choses comme ça. Que si on était dans un débat scientifique où tout le monde défend une certaine honnêteté intellectuelle, normalement, on devrait aller regarder non pas du côté des hypothèses qui viennent confirmer ce qu'on va défendre, mais plutôt du côté de celles qui viennent les infirmer, puisque finalement, un vrai test d'hypothèse qui soit valable scientifiquement, c'est celui qui va aussi aller regarder et principalement regarder sur tout ce qui vient infirmer l'hypothèse de base. C'est très intéressant ce que tu dis là et ça me fait penser, je vais faire un petit raccourci, pas trop biaisé quand même. Ça me fait penser aux algorithmes des réseaux sociaux en fait. Quelqu'un qui a des idées
qui, par exemple, scrolle sur Instagram, admettons, il va voir un premier réel, une première vidéo qu'il va liker, puis l'algorithme va lui pousser des vidéos similaires. Je parle d'idées vraiment politiques, par exemple, et toujours des vidéos similaires. Et petit à petit, au fur et à mesure en fait que le temps passe et que l'algorithme s'affine, il va avoir moins de chances de tomber sur une vidéo qui pourrait potentiellement le faire changer d'avis en fait sur une question, par exemple, donc avec un avis tout à fait différent. C'est très intéressant ce que tu dis sur le biais de confirmation. Il faut faire attention à ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Allez vous confronter à qui ne pense pas comme vous. C'est sympa. Ouais. Mais j'ai envie de dire, tu vois, la question des biais, alors c'est vrai que c'est très parlant avec les réseaux parce que c'est vrai qu'on disait, il y a les algorithmes qui vont faire qu'on sera exposé à certains contenus et pas dans d'autres, ce qui peut nous donner cette impression effectivement que tout le monde pense de même. Mais il y a également des biais auxquels on peut être confronté dans notre vie professionnelle. Tout à fait. Là, je vais parler de ma position, alors voilà, de psychologue, c'est-à-dire de professionnel de santé. En fait, on peut tout à fait être nous-mêmes soumis à des biais et être quelque part victime également de biais. Il y a un biais, voilà, dont je vais parler, c'est le biais d'attribution causale. En fait, le biais d'attribution causale, ça consiste à inférer des causes à partir des comportements qu'on va observer, d'accord ? Donc, c'est par exemple, si on va dire je réussis bien mes examens, je peux aussi me dire, eh ben, c'est parce que j'étais extrêmement bonne et performante et ainsi de suite. C'est possible que ce soit ça, tout comme c'est possible que cette réussite découle d'autres éléments qui ne soient pas uniquement liés à moi. Le correcteur était fatigué, par exemple. Merci. Alors, après, je reviens à ce que je disais par rapport à notre position de soignant, tu vois. Le risque, en fait, c'est que lorsqu'on est soumis à ce biais-là, c'est qu'on aille, en fait, finalement, attribuer certains phénomènes psychologiques ou comportementaux comme étant les résultats soit de force ou de déterminisme qui émanent de la personne. Là, c'est une causalité interne ou dispositionnelle. Et donc ça, par exemple, ça va nous induire, si par exemple on voit, je dirais, une personne qui, par exemple, s'énerve ou qui commence à se rebeller, ce biais d'attribution causale, cette causalité interne, le risque, c'est qu'on dise, c'est normal qu'elle soit tout le temps en train de s'énerver, c'est parce que elle est, et là, insérez ce que vous voulez, c'est parce qu'elle est anxieuse, c'est parce elle souffre de troubles de l'humeur, c'est parce que potentiellement, je ne sais pas, elle a un trouble psychique qui ferait que. Et là, vous voyez où est la limite du problème, où est le problème, je dirais, c'est que si on commence comme ça, on va finir par se dire, finalement, on décrédibilise la personne, on va aussi reléguer ses comportements et les réduire finalement à être juste une expression de potentialité interne. Et c'est là qu'on va arriver justement sur le risque de ne pas écouter justement ce que la personne a à dire, alors qu'elle a probablement aussi de très bonnes raisons d'être en colère ou de se rebeller, et aller directement sur une conclusion, c'est la causalité interne, c'est ces dispositions qui font qu'elle a ce comportement. L'autre risque, c'est qu'en termes de biais d'attribution causale, c'est lorsque on va l'attribuer à l'environnement. C'est ce qu'on appelle une causalité externe ou des facteurs situationnels. Et là, le problème, c'est que si on va privilégier systématiquement ce type de biais d'attribution causale, on peut arriver aussi à renforcer certains stéréotypes, voire dans la forme ultime, je dirais, on arrive sur le biais d'ethnocentrisme, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à se dire, en fait, toutes les personnes d'une même catégorie vont montrer tel ou tel comportement. Et lorsque ces personnes en question vont montrer certains comportements, on va les attribuer exclusivement à leurs origines ou à leur disposition interne ou à différentes choses qui vont être reliées à leur disposition personnelle. Et là, vous voyez tout de suite le problème, c'est qu'on peut arriver à des défauts de soins, justement, à des retards de diagnostic, à des prises en charge qui sont complètement inadaptées, ou comme je disais, une décrédibilisation aussi de la parole de la personne à cause de ce fameux biais. Donc voilà, j'ai envie de dire, il faut qu'on prenne aussi conscience de nos propres biais, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels ou autres, et qu'on puisse justement les critiquer et se distancier avec. Voilà, c'est ça, garder un esprit critique en fait et
Justement, bah, surtout en tant que psychologue, toi, Mmh. tu en parles très bien, rationaliser les choses et garder la tête froide et analyser vraiment factuellement tous les éléments qu'on a à disposition. Mmh Et mh. savoir aussi montrer du doigt ce qu'on n'a pas potentiellement à disposition. Ça, c'est aussi, important. Mmh. Merci Cyrielle pour cette première réponse. Alors, tu as fait une introduction un petit peu, voilà, assez globale et assez détaillée en même temps. Biais cognitif, c'est pas forcément négatif. Est-ce que tu peux un petit peu développer? Ouais, bien sûr. Alors, je vais parler, de certains biais qu'on a identifiés. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de biais qui existent. Depuis les années 70 où là, il y a eu les premières études sur Mmh. justement les biais cognitifs, il y en a eu, voilà, il y a énormément de recherches dessus. On estime qu'il y Je en a sais plus de pas. 200 qui ont été identifiés. Enfin, Oui, ouais, voilà. je sais pas si tu as la carte. Moi, je l'ai pas là parce que je suis pas dans mon bureau actuellement, mais j'ai la carte des biais cognitifs. Je sais pas si tu l'as, elle est assez Mmh. impressionnante. Ouais, non, je l'ai pas. Mais bon, si tu Mais en là, vrai, tu peux elle la est mettre. inexploitable, hein. Ouais. Mais alors, d'autant plus que finalement, alors, j'ai envie de dire, il y a des biais qu'on va effectivement utiliser davantage dans certaines disciplines et pas dans d'autres. Par exemple, il y a des biais auxquels on va plutôt se référer en TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, mais tout comme il peut y avoir des biais qu'on va utiliser spécifiquement plutôt en psychologie sociale pour pouvoir justement étudier et comprendre certains processus humains et qu'on n'aura pas l'utilité, dont on n'aura pas l'utilité quand on est en TCC, en thérapie individuelle et ainsi de suite. Alors, juste pour répondre à ta question, Oui. moi, j'ai envie de parler justement d'un biais. Alors, puisqu'on parlait d'aller à des raisonnements rapides, je vais parler de l'inférence arbitraire. Donc, l'inférence arbitraire, c'est quoi? C'est lorsque on va aller tout de suite à une conclusion en l'absence de preuves. D'accord? Mmh. Et donc ça, finalement, ce biais, déjà, on le partage tous. Et finalement, on peut y avoir recours, j'irais, dans des tas de situations, qu'elles soient avec des valences, entre guillemets, positives ou avec des valences négatives sur le plan émotionnel. Alors, je mets bien des guillemets à chaque fois parce que, pareil, une émotion en elle-même n'a pas de valeur positive ou négative, d'accord? Mais c'est plus simple pour qu'on puisse se repérer, ok? Alors, comme je disais, inférence arbitraire, c'est je vais tout de suite à la conclusion en l'absence de preuve. Imaginons que je sois au travail, d'accord? Je suis au travail et je vois mon collègue qui arrive avec vraiment un air fâché, d'accord? Et je vois qu'il a une cravate verte, ok? Inférence arbitraire. J'arrive à une conclusion en l'absence de preuve. Je me dis, la cravate verte, c'est la cravate des mauvais jours. Donc, chaque fois que je le verrai avec sa cravate verte, je me dirais, ça, c'est une mauvaise journée. Donc, je vais peut-être pas lui parler aujourd'hui ou je lui ferai peut-être pas des demandes un peu compliquées. On est d'accord qu'il y a zéro rapport techniquement. La cravate, à moins qu'il m'ait dit spécifiquement cette cravate, c'est la cravate que je réserve quand je suis de mauvais poil. Théoriquement, je n'ai aucun lien logique entre la couleur de la cravate et son état émotionnel. Mais inférence arbitraire, je suis allée direct à cette conclusion-là, en l'absence totale de preuves, hein, d'accord? Alors, maintenant, je reprends inférence arbitraire, d'accord, dans une autre situation. Imaginons que j'ai un gros crush sur quelqu'un, d'accord? Et je regarde mon crush et je vois qu'aujourd'hui, il porte une chemise violette. Et là, je me dis, le violet, c'est ma couleur préférée, donc c'est un signe. Ça veut dire que lui aussi, il m'aime. Donc, à nouveau, inférence arbitraire, à moins qu'il m'ait dit spécifiquement, je porte cette chemise en pensant à toi. Techniquement, il n'y a aucun lien entre ces deux informations. Mais inférence arbitraire, je vais sauter direct À la à une conclusion. conclusion sans preuve, d'accord? Et on est d'accord que dans la première situation avec mon collègue, j'étais plutôt dans une situation où j'étais avec des sentiments plutôt, entre guillemets, négatif, puisque comme je dis, les émotions en elles-mêmes n'ont pas de valeur, ok, ni négative ni positive. Dans le second cas, je suis dans une situation plutôt de l'amour étant une émotion qu'on trouve plutôt sympa d'habitude. Et donc, vous voyez, finalement, sur deux situations avec des émotions qui sont très différentes, je peux avoir recours au même biais. Merci Cyril. Alors, effectivement, donc on l'a vu, définition des biais cognitifs, importance dans l'évolution.
conséquences pas forcément négatives, hein, sur, tant le cerveau que, ben, la vie, hein, tout simplement. Ça dépend ce qu'on en fait, encore Mmh. une fois. Mais comment, justement, est-ce qu'on peut reconnaître ces biais cognitifs? Comment est-ce qu'on peut identifier ces biais cognitifs dans son propre raisonnement? D'accord. Alors, c'est une vaste question parce que en fait, ça suppose, d'être capable d'être à la fois juge et partie, finalement. Puisque, comme je disais, bah, des biais cognitifs, on en a tous. Alors après, ce qui peut nous aider, entre guillemets, c'est de repérer des situations dans lesquelles ils vont, plutôt arriver ou préférentiellement survenir. Comme je disais, les biais cognitifs, de base, une de leurs fonctions, c'est justement de nous faire prendre des décisions rapidement quand on est dans des situations qui peuvent potentiellement être challengeantes. Donc, admettons justement, ça peut être notre premier indice. Admettons que nous soyons dans une situation où on sent justement qu'on est dans un moment de tension. Là, on peut déjà se dire, OK, pousse, je peux risquer justement d'avoir un raisonnement biaisé à ce moment-là, parce que bah, justement, c'est un peu une des conditions pour que les biais aient leur utilité. J'ai envie de dire, c'est justement dans ces moments-là qu'il faudrait pouvoir prendre ce pas de côté, s'auto-observer et dire, OK, là, comment est-ce que je suis en train de vivre cette situation? Quelles sont mes émotions? Quelles sont également mes pensées? Et finalement, est-ce que mes pensées, là, à l'heure actuelle, reflètent mon émotion? Est-ce qu'elles reflètent ma raison? Et vers quoi est-ce qu'elles sont en train de m'emmener? Et comme je disais, bah ça peut être complexe parce que quand on est dans l'action, justement, bah, on va avoir tendance à être justement sur des modes de réflexion ultra rapides et donc sur des prises de décision très rapides et une mise en action qui peut être tout autant rapide. Alors, ce qu'on travaillera justement en thérapie, notamment en TCC, Mmh. c'est on va utiliser ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Donc, une des étapes, justement, bah, c'est en repartant d'une situation qui a pu être challengeante, on va justement explorer quel genre de pensées nous avons eues. Et c'est là qu'on va pouvoir regarder justement, est-ce que ces pensées-là ne sont pas justement le reflet de nos biais. Sachant que les biais, on pourrait les analyser à ce moment-là comme étant des espèces de grilles de lecture ou Mmh. des lunettes qu'on va porter Oui. et qui vont justement colorer notre réalité et bah, qui vont aussi conditionner l'apparition de certaines pensées. Et là, bah, ça va être la question aussi de, bah, OK, nos biais nous ont amenés vers ces pensées-là. Est-ce qu'on aurait pu éventuellement avoir d'autres sortes de pensées qui peut-être auraient été plus conformes avec bah, qui nous sommes réellement, avec nos valeurs, et puis également avec bah, notre raison également. Alors, au-delà, de la reconnaissance, potentielle, donc, bah, de la situation justement qui peut générer, la création d'un biais dans un raisonnement, et ça, il faut être capable d'avoir un peu de recul pour le repérer. Mais si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse et que vous êtes, finalement bien parti pour comprendre ça. Est-ce que tu pourrais, pourquoi pas nous proposer des outils pour contrer les biais? Alors, je sais que tu as parlé de la restructuration cognitive comme outil, thérapeutique, en fait, mais, Mhm. est-ce que, il y a d'autres manières finalement de procéder? Pour minimiser, Oui, pourquoi pas, l'impact d'un biais, par exemple, ouais. sur nos actions? Ouais. Avant tout, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de se comprendre soi-même. Et pour se Ouais. comprendre soi-même, bah, on peut déjà commencer par s'auto-observer, tu vois? Par exemple, on peut très bien faire par soi-même, le fait de revenir, de repenser à certaines situations qu'on a pu vivre et de se dire: «OK, dans cette situation, finalement, bah, quel genre d'émotion ça a provoqué en moi et quel genre de pensée est-ce que j'ai pu avoir également, par rapport à cette situation-là? Et comment ces pensées et ces émotions ont conditionné mes comportements ensuite, tu vois? Et après, on peut se dire: «OK, alors finalement, est-ce qu'il y a une sorte de pattern Mmh. qui, se reproduit dans des situations qui sont un peu similaires ou qui vont déclencher un peu des émotions similaires?» Et ça, déjà, ça peut nous donner une bonne indication sur finalement, bah, quels sont un petit peu les biais qu'on va utiliser, de façon, alors j'ai envie de dire préférentielle, mais évidemment on ne fait pas le choix conscient, hein, d'avoir, Oui. certains biais plutôt que d'autres. Mais quels sont ceux qui vont intervenir plus souvent que d'autres? Vraiment, c'est à garder en tête comme étant, alors des grilles de lecture, mais comme étant aussi des outils parfois qu'on va utiliser.
Ça, c'est un point important, c'est que c'est notamment ce qu'on va dire beaucoup en psychologie cognitive. Je fais de la grosse vulgarisation, mais on va voir beaucoup de nos processus de pensée, de nos processus de raisonnement comme étant finalement des outils que nous employons face à certaines situations pour résoudre des problèmes. Et j'ai envie de dire que parfois, on peut considérer justement nos biais comme étant des outils qu'on va utiliser de façon préférentielle face à certains problèmes auxquels on est confronté. Je suis face, imaginons que mon cerveau, ce soit une boîte à outils, d'accord? Imaginons que dans ma vie, j'ai été très souvent confrontée à des clous, d'accord? Eh bien, logiquement, quand je suis face à un clou, spontanément, je vais ouvrir ma boîte à outils et je vais utiliser un marteau parce que j'ai appris finalement par l'expérience que le marteau, c'était le meilleur outil lorsque je devais enfoncer un clou. Maintenant, et puis tant que je suis comme ça, en fait, ça va bien fonctionner, hein, il n'y aura pas de souci. Mais maintenant, imaginons que je suis face à une nouvelle sorte de problème. Ce n'est pas finalement un clou, c'est une vis. Ok? Peut-être que dans un premier temps, comme je suis dans l'action, je ne vais pas forcément bien identifier le fait que c'est une vis. Et finalement, en le regardant comme ça rapidement, je vais me dire, OK, ça ressemble vaguement au clou auquel je suis habituée de rencontrer. Donc, je vais utiliser mon marteau puisque ça marche toujours très bien. Et c'est là que on va arriver face à un petit couac, entre guillemets. Voilà. Alors, certes, je peux essayer d'enfoncer ma vis en tapant dessus avec un marteau. Peut-être que je vais obtenir un résultat. Oui, mais qui ne sera pas optimal, en fait. Eh bien non, parce que ce que j'aurais dû utiliser préférentiellement, c'était un autre outil, c'était un tournevis. Sauf que si je suis rentrée dans une séquence un petit peu automatique où finalement je me dis je suis toujours un petit peu confrontée au même genre de problème et ce qui marche bien comme type d'outil de résolution de problème, c'est mon marteau. Si j'ai l'impression que ça y ressemble vaguement le problème, je vais utiliser mon outil habituel. Alors, comme je disais, par exemple, voyez, certains biais cognitifs peuvent être pensés de cette façon-là, c'est-à-dire face à une situation problématique où il faut que je prenne des décisions rapides, je vais utiliser préférentiellement certains biais, mais tout ça de façon automatique. Et ces biais vont générer ensuite certaines pensées qui elles-mêmes vont générer certains comportements. Si on est confronté à une situation où on pense que il faut prendre des décisions rapides parce que notre survie, notre sécurité ou autres peuvent en dépendre, eh bien, nous aurons tendance à avoir recours à certains biais qui nous font justement aller vers des solutions rapides. Là où ça marche moins bien, c'est lorsque justement on est dans des situations qui ne font pas appel au même genre normalement de mécanismes de résolution de problèmes parce que là, on va avoir une résolution, une stratégie qui ne sera pas optimale. Ton exemple est très parlant et c'est vrai qu'il est souvent, alors pour les gens qui vont être plutôt dans les relations internationales et pourquoi pas même les relations publiques, c'est un exemple qui est souvent repris dans ce cadre-là, notamment les relations internationales, où, par exemple, dans certaines crises, on va utiliser certaines solutions et dans d'autres crises qui ne sont pas, comment dirais-je, ne présentent pas exactement les mêmes paramètres, on va être plutôt prône à utiliser les mêmes solutions alors que la solution optimale qui serait peu coûteuse en temps, en argent, en énergie et tout ce qu'on veut, serait tout autre. Voilà. Juste une petite parenthèse sur ce parfait exemple, en fait. Et j'ai envie de continuer un petit peu là-dessus parce que tu vois, je trouve que c'est un super bon exemple. Tu vois, par exemple, là, ça fait appel à deux types de biais, ok? On va avoir le biais d'étiquetage, on va avoir le biais de la pensée dichotomique. Alors, étiquetage, je pense que ça parle un peu de soi-même, c'est lorsqu'on va coller une étiquette à des personnes, d'accord? Ou à un groupe, d'accord? La pensée dichotomique, c'est la pensée, en fait, tout blanc, tout noir, d'accord? Alors, c'est deux biais qu'on peut parfaitement, alors je vais faire un peu d'anthropomorphisme, mais c'est pas grave, c'est des biais qu'on peut retrouver, par exemple, on peut supposer qu'on peut les avoir chez des animaux, par exemple, tu vois? On aime toutes les deux les chats, les chatons doivent très rapidement être en capacité de différencier ce qui est un chat et ce qui n'est pas un chat, d'accord? Et également de pouvoir, à ce moment-là, se dire, OK, ce qui ne relève pas du groupe chat est potentiellement un danger, d'accord? Donc là, on a pensée dichotomique et on a étiquetage, d'accord? Donc, étiquette chat, non chat, pensée dichotomique, chat, ce qui appartient au groupe chat est probablement, alors, moins dangereux,
que ce qui n'appartient pas au groupe chat. Et effectivement, ta survie en tant que chaton va dépendre beaucoup de ta capacité à dire est-ce que je suis face à un chat ou est-ce que je suis face à une voiture, par exemple. Voilà. Alors, on peut retrouver la même chose, notamment chez nous, les humains, dans des situations de crise. Effectivement, quand on est dans des situations de crise, par exemple de conflit et de choses comme ça, spontanément, on va avoir tendance aussi à avoir recours à ces deux mêmes biais, c'est-à-dire étiquetage et pensée dichotomique. Dans des situations de conflit, on va avoir tendance spontanément à aller sur des raccourcis, comme par exemple le groupe des ennemis, le groupe des alliés. Le groupe des ennemis à qui on ne va attribuer que des défauts. Le groupe des alliés à qui on va attribuer certaines vertus parce que on s'identifie à eux et on se dit quelque part on les partage également. C'est d'autant plus renforcé si nous sommes dans un système où nous avons autour de nous des leaders ou des penseurs qui vont renforcer cette pensée-là il y a le groupe des ennemis qui est forcément corrompu et le groupe des alliés qui est forcément vertueux, courageux, pur et ainsi de suite. Et c'est exactement la même chose. Et là, ce qui est ennuyeux, c'est que du coup, avec ce phénomène d'étiquetage et de pensée dichotomique, c'est qu'on perd toute forme de nuance parce que le groupe des ennemis, alors déjà, est-ce que tout le groupe est forcément un ennemi? C'est pas sûr. Est-ce que tout le groupe partage les mêmes vices? C'est pas sûr non plus. De même, est-ce que dans notre groupe d'alliés, tous partagent forcément toutes ces belles vertus auxquelles on a envie d'adhérer? C'est pas sûr non plus. Et encore une fois, quand on dit ceux-là, ce sont des ennemis, y a-t-il forcément tout le groupe à rejeter? Est-ce que tout le groupe est forcément ennemi? Est-ce qu'il n'y a pas des points sur lesquels on a des partages ou sur lesquels on peut se reconnaître? Enfin. Exactement, c'est vraiment une très bonne extrapolation que tu viens de faire, la Cyrielle. Pareil, je pense à une chose de pair en fait avec le fait d'étiqueter des individus ou des groupes. Il y a aussi l'essentialisation. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, alors écoute, effectivement, alors on va essentialiser. Alors, on va mettre ce phénomène d'étiquetage dont je parlais tantôt, mais il y a aussi le problème de la surgénéralisation, c'est-à-dire que à partir finalement peut-être d'éléments isolés, peut-être d'éléments qui n'étaient qui n'étaient peut-être que portés par certains et peut-être pas par l'ensemble du groupe, mais en tout cas, on va partir de ces éléments-là et on va avoir tendance justement à les surgénéraliser, à se dire tous les membres de ce groupe partagent cette caractéristique-là, tu vois. Et là, on a aussi un autre risque, c'est que lorsqu'on commence à cumuler tous ces biais-là, on parlait d'étiquetage, on parlait de pensée dichotomique, là on parle de surgénéralisation, mais on en arrive aussi à un moment donné où finalement, on va se rigidifier sur ce type de pensée-là. Nouveau biais, le biais justement de l'incapacité d'infirmation, c'est-à-dire que même si on va nous présenter des tas de contre-arguments, des tas de contre-exemples, on a rigidifié notre pensée et on ne va pas forcément être ouvert justement à ce qu'on puisse nous présenter des arguments contraires, même si ceux-ci cumulent plus de preuves que notre pensée qui est totalement biaisée. Ce sera cette fameuse expression que certains aiment utiliser, l'exception qui confirme la règle. Quand on présente un contre-argument, un contre-exemple effectivement factuel, raisonnable, chiffré, on viendra dire que c'est l'exemple qui confirme la règle. J'ai envie de renchaîner, tu vois, sur une autre chose. Tout à l'heure, tu parlais aussi de nos comportements et notamment le fait que certains biais pouvaient nous permettre de nous rejoindre, entre guillemets. Et j'ai envie de dire, là, on prenait, c'est vrai, des exemples un peu, entre guillemets, dramatiques, comme par exemple, les situations de conflit, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se rejoindre au niveau du groupe social par rapport au partage de certains biais et qui vont plutôt nous guider vers des comportements prosociaux, c'est-à-dire qui vont nous donner envie d'aller à la rencontre de l'autre. On va retrouver certains biais qu'on va partager dans notre groupe social, par exemple, et qui effectivement vont finalement resserrer aussi
nos liens et nous permettent d'avoir des comportements un peu partagés socialement et qui vont nous permettre également d'être à la rencontre de l'autre, comme on disait. Alors, je vais prendre un exemple. On va sortir un petit peu là de l'exemple un peu négatif et dramatique des conflits pour parler au contraire, par exemple, lorsqu'on est dans un phénomène de fan, d'accord? Eh bien, lorsqu'on est fan, on va avoir tendance justement finalement à être confronté à des tas de biais, d'accord? On n'en aura pas forcément conscience, hein, ok? Par exemple, dans nos différents biais, on peut avoir le devinement de pensée, c'est-à-dire on peut se dire si je me mets par exemple à des points stratégiques lorsque la célébrité dont je suis fan passe, elle va me repérer. Et je peux aussi avoir du devinement de pensée dans le sens où si j'écoute telle chanson de mon chanteur ou de ma chanteuse préférée, je vais avoir l'impression de comprendre finalement qu'elle partage certains points avec moi et des choses comme ça. Alors que bon, il y a de fortes chances que ce soit un parolier qui ait écrit la chanson et qu'il l'ait d'ailleurs proposé à plusieurs chanteurs avant que ce soit mon ou ma chanteuse préférée qui la chante, hein. Donc finalement, pas tant que ça. On peut avoir cette impression de devinement de pensée, de se dire, OK, je comprends ce que l'autre je comprends ce que l'autre a voulu dire et finalement, je lis entre les lignes. C'est un peu comme si je faisais de la télépathie avec, quoi. On peut avoir également l'erreur de prévision, c'est-à-dire, c'est notre tendance à prévoir finalement certaines choses dans une situation donnée et être convaincu que notre prédiction va être confirmée par les faits. Je reviens un petit peu sur ce que je disais tantôt par rapport au phénomène un petit peu de fan et de starification. On va avoir par exemple tendance à se dire si ma célébrité a fait telle chose, eh bien, il y aura telles ou telles conséquences. Voilà, alors que finalement, on essaye de prédire l'avenir et on n'a pas de boule de cristal, donc on n'en sait rien. Et encore une fois, on fait du devinement de pensée puisque on essaye de prêter des intentions et des motivations à une personne que finalement on ne connaît pas. Mais dans tous les cas, voilà, on peut avoir certains biais, nous, par rapport à une célébrité. Et puis, on va rencontrer d'autres personnes qui sont tout autant fans et qui ont peut-être les mêmes biais également que nous. Et puis, on va échanger avec eux. Ça va nous conforter finalement dans nos biais et dans nos raisonnements. Et puis, ça va aussi nous créer finalement une identité un petit peu commune sur laquelle on va se rejoindre et pour laquelle, on va finalement créer aussi notre identité de groupe. Et puis, je revenais sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au phénomène de conflit. On va avoir tendance à faire de l'étiquetage, de la surgénéralisation, et de la pensée dichotomique. Et là, ça peut être pareil dans le sens où on va se dire, nous sommes le groupe fan de tel artiste. Et du coup, on va se reconnaître parce qu'on a un certain code vestimentaire, on a une certaine façon de s'exprimer, on a certains traits communs et donc on va s'auto-étiqueter à partir de là. On va étiqueter aussi les autres par rapport à ça. Et on peut aussi se positionner contre le groupe fan d'un artiste rival. Et du coup, on va se dire, nous, on est le groupe fan de cette célébrité. Nous partageons telle et telle qualité qui ne sont pas du tout partagées par le groupe de fans rival qui, eux, sont fans de la célébrité rivale de notre célébrité. C'est complètement illusoire parce que bien souvent, les célébrités en question, elles sont bien souvent sous le même major et donc finalement qui nuit a plutôt intérêt au contraire à ce que nous soyons très investis en tant que fans et en tant qu'anti-fans, mais en soi, les deux célébrités en question n'ont peut-être absolument aucune animosité entre elles. Bien sûr, et c'est ces clivages de toute façon qui vont alimenter aussi l'engagement des communautés, donc une vers, je sais pas, une starlette et l'autre vers donc l'autre célébrité. Je veux froisser personne, donc je ne donne pas d'exemple concret. Tout à fait. Bon, écoute, moi, je vais prendre le risque et parler d'exemples qui sont assez anciens, mais ça parlera très certainement aux gens de ma génération. C'est par exemple, pendant très longtemps, on a eu une espèce de dichotomie entre les fans de Christina Aguilera et les fans de Britney Spears. Voilà, ceux qui étaient là à la fin des années 90, début des années 2000, je vous salue. Mais en gros, c'était beaucoup basé là-dessus. Et finalement, pour une raison un petit peu arbitraire, si on était fan de Britney Spears, on ne pouvait pas forcément être fan de Christina Aguilera. Et pareil, lorsque Britney a été plaquée par Justin Timberlake, à ce moment-là, on avait aussi deux groupes. On avait ceux
qui étaient du côté de Justin et il y avait ceux qui étaient du côté de Britney. Et voilà. Et à nouveau, il y avait cette pensée de si on est dans un groupe ou dans un autre, nous partageons certaines qualités, certains défauts. Nous allons nous reconnaître aussi par rapport à certains vocabulaires, certains vêtements et ainsi de suite. Et voilà, là pour le coup, je pense qu'on a plus de 20 ans d'écart, donc peut-être que les passions sont un peu retombées. Non, mais voilà, j'espère que les blessures sont apaisées maintenant. Mais j'ai tout à fait l'exemple, mais effectivement, c'est un petit peu une espèce, comment dirais-je, presque de mouvement tribal, en fait, que le mouvement des fans. Ça peut se transformer en quelque chose d'assez tribal, en fait, je crois que c'est le mot, hein. Sans aller vers la secte, parce que ça peut aussi se transformer en quelque chose de plus sectaire, hein, et pas que quand on parle de Starlet, hein, ça peut être des communautés, des entreprises, pourquoi pas, beaucoup de choses. Des fans de marques de téléphone, hein, on peut tout à fait parler de ces sujets, mais ce sera peut-être pour un autre jour. Je voudrais pas se déborder. Finalement, un peu comme on disait, c'est-à-dire, je reviens à ce qu'on disait de base, c'est-à-dire qu'on peut avoir des comportements prosociaux dans le sens où, par exemple, lorsque Justin, comme je disais, a plaqué Britney, eh bien, on était plusieurs fans de Britney, on était toutes des petites ados à l'époque, à se retrouver entre nous et genre à souffrir ensemble pour Britney. Alors que ni Justin ni Britney n'avaient connaissance de notre existence de toute façon, et je pense que ça ne leur faisait ni chaud ni froid. Mais en tout cas, on se retrouvait dans une souffrance, entre guillemets, commune. Et ça peut aussi créer une solidarité, quoi. Tout comme on peut se retrouver dans une joie commune au moment des concerts, ce qui va aussi induire finalement des comportements prosociaux où on va aller vers l'autre et on peut se retrouver également dans des rituels communs. Et là, c'est ces fameux comportements qu'on va partager qui vont créer également notre identité et faire qu'on ira plus facilement vers l'autre. Merci beaucoup, Cyrielle. Que d'exemples. Le sujet des biais cognitifs est, vous l'aurez compris, passionnant. Il est aussi un peu complexe. Il faut quand même un bagage pour l'aborder. Donc, c'est pour ça que j'ai invité Cyrielle, qui est psychologue, pour nous parler des biais cognitifs sous le prisme, en fait, de la thérapie, de la psychologie aussi, et de l'individu. On a bien sûr généralisé un petit peu pour donner des exemples très concrets, on parle de fans, de comportement social, etc. Mais on n'a absolument pas fait de psychologie sociale ici. Ce sera peut-être un thème qu'on abordera un autre jour, pourquoi pas avec quelqu'un d'autre, Cyrielle. Cet épisode, donc, touche à sa fin. Avant de conclure, Cyrielle, est-ce que tu aurais, pourquoi pas, une lecture ou un dernier conseil à donner à nos auditeurs sur les biais cognitifs? Écoute, alors pas sur les biais cognitifs forcément, mais plus sur le développement de l'esprit critique. Oui. Puisque justement, tu ouvrais un petit peu sur cette notion-là. Donc, j'ai envie de parler justement du livre qui a été publié par une consoeur que j'avais moi-même interviewé il y a quelque temps. Il s'agit du livre de Séverine Falkovitz qui, pour le coup, est psychologue, maîtresse de conférences en psychologie sociale et qui a publié l'an passé un livre qui s'appelle Au cœur de l'esprit critique et justement qui évoque toutes les façons de pouvoir développer son esprit critique, le stimuler et de pouvoir aussi aller à l'encontre de certaines représentations qu'on peut tous partager et voilà, et sur lesquelles on a besoin de les identifier pour pouvoir justement mieux s'en distancier. Génial, c'est parfait. Je ne connaissais pas, je vais aller le lire. Merci beaucoup, Cyrielle. Effectivement, l'esprit critique, je crois que c'est opportun et important de le rappeler, ça se travaille. Ça se travaille voilà, quotidiennement. Il y a des techniques et je vous laisserai découvrir le livre. Alors, on mettra la référence à la fin de la vidéo. Dernière chose peut-être, effectivement, votre esprit critique, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous aimez déjà un petit peu le travailler. Mais il ne faut pas oublier que les biais cognitifs qu'on a abordés aujourd'hui, on en est toutes et tous porteurs et porteuses. Ce n'est pas dramatique. Il suffit juste de prendre un peu de recul, d'analyser froidement les situations, d'apprendre à se connaître aussi, c'est important. Tu disais, Cyrielle, pour pouvoir identifier les situations dans lesquelles potentiellement on va être amené à
disons, entre guillemets, juger de manière irrationnelle une situation, disons cela comme ça, pas mal, mais un peu irrationnelle, et avoir un potentiel biais dans son raisonnement en tout cas, qui peut mener parfois à des conséquences assez négatives, mais pas toujours, puisqu'on l'a vu avec Cyrielle aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. Cyrielle, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à très bientôt pour toujours décrypter notre cerveau. Au revoir. Merci à toi. Bonne journée. Merci Cyrielle.